Vocation de pianiste, je la dois à mon père, puisqu'il est lui-même pianiste, et bien sûr aussi à la Guadeloupe, dont le lyrisme m'a toujours frappée dès mon enfance. Car la Guadeloupe, c'est une île qui chante, et il y a en Guadeloupe véritablement un chant. Le chant de la Guadeloupe ne me quitte pas. Et bien sûr, du côté de mon père, il m'a initiée très jeune au piano. Et grâce à lui, j'ai pu approcher plusieurs musiques, à la fois les musiques traditionnelles, populaires de la Guadeloupe, des Caraïbes, du jazz aussi, la grande variété française, et bien sûr, nous écoutions de la musique classique. Et j'ai été happée par la musicalité de Jean-Sébastien Bach, et mon père également, sa sœur aînée qui était chanteuse, diplômée de l'École normale de musique. Elle a fait carrière avec Daniel Arpajou, une pianiste en métropole, puis elle est rentrée sur ses terres et elle m'a vraiment donné beaucoup de conseils. J'allais au concert donc à la fois de piano mais aussi de chant, notamment à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Grâce à ma tante, j'ai eu une idée aussi de la vocalité, de la beauté de la voix. Elle était mezzo-soprano et l'Ave Maria de Schubert en particulier m'a portée. La rencontre avec mon premier professeur de piano dans le domaine de la musique classique, c'est Madame Jenny Albanese Grand. D'abord, c'est une rencontre humaine avec Madame Grand et je crois que ça compte beaucoup. Donc, c'est une professeure qui adorait encore le chant, qui chantait beaucoup et qui avait énormément d'énergie. Elle m'a permis de découvrir le grand répertoire, celui de Chopin, Bach, Beethoven, et également des deux pianos. Mes premiers deux pianos sont avec elle autour d'œuvres de Darius Milhaud. Et c'est une femme évidemment extraordinaire car elle s'est battue à un moment où elle est arrivée en Guadeloupe où il n'y avait pas beaucoup de structure. Donc elle a monté l'Alliance des Arts, que j'ai trouvé toujours très poétique, et on pouvait justement étudier le chant, la danse et le piano. Et bien sûr, à ce moment-là, nous avions pas mal de concerts au Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, et c'était des moments vraiment formateurs et très heureux. C'est ainsi que j'ai pu assister à mes premiers ballets comme Gisèle, ou alors accompagner je suis devenue tourneuse de page. Sur scène, j'ai accompagné donc également ma tante Marlène Alexis dans une œuvre justement donc de Ave Maria de Schubert. Ça, c'est les tout premiers instants juste avant l'adolescence. Et puis après, ce que je retiens de Jenny Albanese Grand, c'est vraiment de ne rien lâcher, de croire en ses rêves et de préserver sa passion. Mon apprentissage à Paris, elle s'est déroulée à l'École normale de musique de Paris, dont je suis diplômée. Je suis titulaire du brevet d'enseignement du piano. J'ai rencontré dans un premier temps Antonio Ruiz Pipo, qui est un pianiste espagnol. Et grâce à lui également, j'ai rencontré la grande Alicia de la Rocha. Il m'a appris tout l'univers de l'Espagne. J'ai découvert les grandes pièces d'Albéniz et je trouve ça fascinant. Et j'ai trouvé également qu'il y avait un lien avec le chant de la Guadeloupe, toujours ce même motif qui est présent, parce que ce sont des musiques très expressives et aussi très rythmées. Elles se rapprochent aussi de la danse.
Et le mélange des deux permet un excellent métissage musical. J'ai enchaîné ensuite avec Monsieur André Gourog. Lui, il m'a appris vraiment, on va dire qu'il a insisté particulièrement sur la technique. Le mécanisme des doigts, pour lui, il fallait absolument que ça soit très précis. Donc il m'a toujours dit, voilà, insistez davantage là-dessus et votre musicalité, votre expressivité redoublera d'intensité. Donc ça a été des années très intenses, très difficiles, puisqu'il y avait une partie de cet apprentissage que je n'avais pas vu en Guadeloupe, du fait à cette époque de la structure. Il y avait Madame Grand, mais elle seule, elle ne peut pas tout faire. Donc il me manquait des notions d'harmonie, de formation musicale, de solfège, parce que le pianiste sait aussi cela, bien comprendre ce qu'on lit. Et ensuite j'ai enchaîné avec Monsieur Marc Poujol, qui est un disciple du grand Alfred Cortot, ou encore de Nadia Boulanger. Et lui, il a insisté sur la musicalité. Pour lui, il fallait vraiment se laisser aller, oublier tous les codes, et enfin devenir ce qu'il aimait dire, mais que je ne comprenais pas à l'époque, qui on est véritablement. Ma rencontre avec le Chevalier de Saint-Georges, finalement, intensément date, maintenant ça va faire 20 ans, mais bien sûr que le Chevalier de Saint-Georges, c'était un peu ce fantôme en tant qu'enfant qui rayonnait en Guadeloupe. On parlait du Chevalier de Saint-Georges, j'ai écouté des quatuors que donnait l'ensemble des amis du Chevalier de Saint-Georges dans les années 78-80. Et c'est vrai que comme il était violoniste, moi j'étais dans ma période Frédéric Chopin et tout, donc je ne me suis pas penchée tout de suite sur les sonates pour piano. Pour moi, elles n'existaient pas. Et je me dis, bon, ce violoniste, il m'a plutôt captivée à l'époque par tous ses dons. Et je me suis dit, mais comment une telle personne, à son époque, a pu faire preuve d'autant de résilience, de compétence, et surtout d'avoir la foi pour justement proposer en France, dans la Caraïbe, mais aussi au monde, ses talents donc d'escrimeur, premier franc-maçon noir, également premier colonel de l'armée française. Et puis, il a été éduqué par la Boétière, vraiment, qu'il considérait finalement comme son père spirituel, parce que le père de Saint-Georges a dû rentrer un moment pour les affaires en Guadeloupe, donc il était donc pensionnaire chez la Boétière. Et là, il a rencontré des musiciens mais extraordinaires que j'aurais aimé moi aussi rencontrer, comme Gossec, Jean-Marie Leclerc, beaucoup de musiciens italiens. Et pour moi, jusque-là, tous ces personnages, c'était juste des personnages qui faisaient partie de livres d'histoire de la musique. Donc, en fait, Saint-Georges, il est un maillon. Hein, c'est un maillon très, très important. Ces musiques reflètent un peu à la fois l'idée de la danse et aussi l'écriture sophistiquée qui nous porte vers les grandes formes après qu'on découvre avec Beethoven, dans le drame, la façon de traiter l'émotion. Mais cette façon de traiter l'émotion, on la trouve aussi déjà chez Saint-Georges. Donc il est vraiment un musicien incontournable pour moi du XVIIIe, si on veut comprendre ce qu'il y a eu, par exemple, avant Beethoven, voilà, et bien sûr après. Mais je ne pensais pas que, voilà, un compatriote finalement, un Antillais, avait eu cette dimension au XVIIIe siècle. Le Chevalier de Saint-Georges est-il un symbole? Je pense qu'aujourd'hui, oui, parce que la nouvelle génération a besoin de s'identifier. Lorsque j'ai démarré, lorsque j'ai commencé le piano, il n'y avait pas encore en Guadeloupe
je parle sur le plan de la musique classique, vraiment de référents, on va dire. Ils étaient pour nous soit comme par exemple Christiane Edapierre, mais qui est chanteuse, mais qui était déjà pour nous très loin. Elle était déjà installée à Paris. Nous, je n'avais pas de référent, donc j'avais d'abord l'expérience de mon père, des musiciens guadeloupéens, et puis bien sûr, voilà, j'adorais Martha Argerich, que j'aime toujours d'ailleurs, parce que on était plus dans l'écoute de l'ailleurs. Et je pense qu'arriver ici a été vraiment un choc, mais un choc merveilleux, c'est-à-dire qu'à la fois il a fallu apprendre mille et une choses, poursuivre ce qui avait déjà été apporté par la Guadeloupe. Et on manque effectivement de repères dans ce domaine. Et le Chevalier de Saint-Georges, pour la nouvelle génération, oui, il est très important parce qu'il, pour eux, il est le symbole finalement, pourquoi pas, de l'émancipation, du courage, qu'il faut poursuivre ses rêves et vraiment croire surtout à ce qu'on fait. Savoir s'entourer aussi, ça c'est pas toujours facile. Et moi, ma rencontre avec le Chevalier de Saint-Georges, c'est d'abord un choc musical. C'est-à-dire qu'au-delà même de la personne, c'est sa musique qui m'a amenée vers la personne. Et c'est parce que j'ai trouvé ça tellement merveilleux, je me dis, mais qui c'est qui écrit comme ça et voilà comment. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, je me sens quand même un devoir de faire découvrir la dimension de son œuvre, le personnage, mais aussi donc ses œuvres. Et parce que le travail a bien été déjà commencé, il est poursuivi, mais il y a encore beaucoup à faire. Même au niveau des sonates pour piano ou clavecin, j'ai encore des découvertes à proposer. Je ne les ai pas toutes jouées, j'en ai choisi 8, c'est-à-dire les plus parlantes. J'ai trouvé, elles sont toutes contrastées, donc cela nous donne une idée de l'ouverture et de la fertilité de la pensée de Saint-Georges, de son style. Après, maintenant, le mot militant, en restant tout à fait ouvert, il y a Saint-Georges, il y a d'autres musiciens, mais il a toute sa place. Et si nous pouvons le faire, et si je peux y contribuer, ben, je suis vraiment ravie. Et j'ai l'impression d'ailleurs que Saint-Georges, finalement, s'est imposé, est venu vers moi. Je ne saurais l'expliquer, puisque normalement, je devais enregistrer des œuvres de Frédéric Chopin. Et j'ai dit, bon, on va le faire. Les compositeurs vraiment qui me suivent depuis toujours, je dirais, c'est Frédéric Chopin et Jean-Sébastien Bach. Mais je reste tout à fait reliée au monde, aux différentes expressions. J'aime beaucoup la musique espagnole, puisque justement j'ai eu la chance de travailler avec un espagnol, donc là c'est merveilleux pour les petits détails qu'on ne peut pas lire sur une partition. Donc il y a des choses qui m'a appris au niveau des attaques pour que justement ça sonne plus ibérique. Et Frédéric Chopin, là c'est carrément voilà, c'est mon compositeur. Je dirais que maintenant je mets Frédéric Chopin et Saint-Georges parce que Frédéric Chopin, ce que j'aime beaucoup, c'est le lyrisme, le chant, la simplicité. Lui aussi, il préférait jouer dans les salons. Et je trouve cette proximité aussi, cette finesse, ce raffinement chez Saint-Georges. Donc peut-être qu'il n'y a pas de hasard, mais Saint-Georges est entré, mais Chopin restera. Et bien sûr, mes prochaines interprétations seront autour de la musique de Frédéric Chopin. Jean-Sébastien Bach, pour moi, c'est vraiment extraordinaire du point de vue de la construction contrapointique, mais aussi de l'émotion qu'il arrive à véhiculer avec les chœurs. Le premier choc aussi, ça a été donc l'Ave Maria de Schubert, mais aussi ce premier prélude, le prélude qu'on connaît en do majeur, qu'il donnait à ses élèves pour travailler justement la position des doigts. Donc ça m'avait toujours fascinée et j'ai dit effectivement travailler des exercices comme ça, parce qu'avant ça s'était pas avoué à être joué, c'était pas des préludes forcément pour les grands concerts, c'était vraiment une œuvre didactique.
Participation au festival autour du piano. Première rencontre autour du piano est pour moi vraiment un excellent souvenir et compte encore aujourd'hui, même après une dizaine d'années, parce que nous avons nourri vraiment de belles rencontres. Le public de la Guadeloupe est un public vraiment merveilleux, particulièrement chaleureux. Et nous avons été accueillis par l'association de Steven Lucier admirablement. Vraiment, Jonathan Grémer-Barré et moi-même gardons une reconnaissance pour cette invitation. Elle nous a beaucoup touchés. D'abord, nous avons joué à la Salle Tarère, une œuvre de César Franck pour piano et violoncelle. On a joué aussi le grand tango de Piazzolla pour piano et violoncelle. C'était vraiment un moment fascinant, deux esthétiques différentes. Et le public a vraiment adhéré à ce choix musical. Et puis aussi à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de concerts de musique de chambre. Il y en a, mais pas souvent. Et lorsque nous avons été invités dans une école en Basse-Terre, les élèves étaient fascinés de voir justement des Antillais jouer en duo. Et Jonathan a pu parler du violoncelle. Moi, alors à ce moment-là, il y avait un petit clavier. On n'a pas pu transporter le piano, mais on a pu échanger tout de même. Et ce qui était merveilleux, c'est que vraiment, il y avait de la lumière dans les yeux des très jeunes enfants. Oui, il y a vraiment une relève, à la fois du côté en qualité de mélomane, mais aussi d'excellents musiciens. Nous avons également joué au Moule, à Moule, et là encore, c'était vraiment une expérience, toujours le même programme, et là encore, un public différent, parce que c'était dans l'après-midi, donc voilà, le soir c'est autrement, l'après-midi c'est un autre public, et là aussi, ça s'est très très bien passé. Ensuite, nous avons été à Marie-Galante, et là c'était très émouvant, parce qu'en fait, en 2010, lorsque je suis arrivée, j'ai perdu ma grand-mère et en fait je suis donc originaire de la Guadeloupe par mon père, mais marie-galantaise par ma mère. Et donc j'ai joué pour ma grand-mère en fait. C'était très émouvant. Heureusement, elle avait déjà eu l'occasion de m'entendre jouer en 2006 parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Hein. Et donc en 2010, j'ai pu l'accompagner non seulement à sa dernière demeure, mais aussi jouer pour elle et ses filles qui étaient présentes, ma mère, ma marraine, voilà, qui vit là-bas et bien d'autres amis. Donc ça a pris une couleur particulière, mais ça a été un très beau concert au dire du public. Et Jonathan vraiment a fait preuve de très grande souplesse parce que justement, il faut arriver non seulement à jouer avec ce qu'on a à faire, qui n'était pas évident, hein, c'est des œuvres quand même très difficiles, et puis ensuite avec les émotions de la vie. Donc voilà, il fallait quand même que je me maîtrise, mais j'ai eu l'impression finalement d'avoir mieux joué que jamais. Ça m'a apporté une concentration, le fait de penser à elle, ça m'a beaucoup aidée. Alors, la dernière fois que je me suis produite en Guadeloupe, c'est en 2021. Donc, j'ai, dans le prolongement, dans l'intention de jouer ces sonates pour piano de Saint-Georges. Donc, j'ai d'abord célébré, on va dire, ce récital inédit autour des sonates à la Salle Courtois à Paris. Et ensuite, l'ensemble vocal d'Arcantari, qui vit en Guadeloupe, m'a invitée. Et j'ai joué 3 sonates du Chevalier à cette occasion à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Et là, ça a été un grand moment, très émouvant aussi, puisque l'église était remplie, tout le monde était encore masqué. Et c'est vrai que d'arriver et de voir tout ce monde masqué, voilà. Mais apparemment, les gens ont besoin de la musique. Il ne faut pas hésiter à proposer, malgré on va dire l'après-confinement, il n'y a pas eu de... Voilà, les gens n'ont pas hésité à venir et ils ont été enchantés de découvrir cette musique. Donc là, pour l'instant, pour la Guadeloupe, c'était encore avec le Chevalier Saint-Georges, mais il fallait que j'éprouve ce programme un peu partout. Et puis là, maintenant, avec la sortie du disque, il y aura une présentation, mais je ne sais pas encore où en Guadeloupe, mais ça va se faire.
Je suis en effet, pour parler de la Guadeloupe, la première, effectivement, pianiste guadeloupéenne jouant du classique. Maintenant, dans les années, je sais que la grand-mère de Fernande de Rivel était une excellente pianiste et chanteuse, mais elle a vécu ici et elle a composé des mazurkas, des pièces pour piano, d'ailleurs que je vais peut-être jouer. Mais du point de vue vraiment piano classique, avec toute la trajectoire dont je vous ai parlé, je crois bien que je suis la première. Et ensuite, il n'y a pas tellement de... Parce que le chemin est très long et il faut pouvoir tenir. Donc oui, je suis donc cette première pianiste guadeloupéenne et j'encourage vraiment la nouvelle génération à se lancer. C'est difficile, mais ça vaut le coup, ça nourrit. Moi, il y a peut-être des choses qui ont manqué, mais je crois que ce cheminement m'a apporté un grand épanouissement. Et j'encourage toute la nouvelle génération, si elle le souhaite vraiment, comme Madame Grand avait dit d'ailleurs, croire en ses rêves et y aller, et être patient. Il faut être très patient dans ce chemin. Je souhaiterais évoquer le jeu Legato, qui permet le jeu cantabile. Donc tous les matins, à chaque pratique, nous pouvons justement affiner l'ensemble des facettes de notre jeu en travaillant ce qu'on appelle le toucher legato. Le toucher legato, donc nous positionnons la main sur la note Do, que ça sera plus facile à comprendre, et vous étirez le deuxième doigt le plus loin possible sur la touche. Ce doigt va donc tenir la touche et la prendre par la pression avec la pulpe. Donc nous avons Do, vous allongez le doigt, vous appuyez et vous revenez vers le talon de la main. Ça nous permet de travailler la résonance, la continuité du son, en s'assurant que les sons soient reliés les uns aux autres sans coupure. Ce n'est pas facile, mais il faut vraiment affiner cette sensation, prendre conscience de la touche, des étouffoirs et des cordes du piano. Et cette main va donc circuler, évoluer sur le clavier par la conduite de l'avant-bras, soit par un mouvement d'élévation et d'abaissement, ou alors par un mouvement latéral de droite à gauche qui va nous permettre d'apprendre à phraser les phrases, de faire de... Ce geste latéral, que ce soit du coude ou du poignet, avec la pulpe du doigt, nous permet vraiment d'avoir une gamme d'émotions à transmettre la plus large possible, en allant donc de l'émotion la plus intériorisée, voilà, ou à la plus expressive, ou à une séquence émotionnelle un peu plus forte, parce qu'après, évidemment, il faudra associer à cette prise du doigt le poids du bras, hein, ce poids justement qu'on amène par l'avant-bras en chute libre. C'est ce que j'ai proposé au début de la mazurka, que nous pouvons retrouver dans le thème. C'est
cette technique du jeu legato qui m'a permis d'approcher ce jeu cantabile dans cette pièce. Donc surtout, comme disait Mozart, cherchez les notes qui s'aiment et vraiment chantez avec vos doigts.